C'est Chypre qui est à la présidence de l'Union européenne pour une période de 6 mois à partir du 1er juillet 2012. C'est une première pour cet État qui a rejoint l'Union en 2004. Je vous propose aujourd'hui de faire connaissance de ce pays et de certaines de ses particularités politiques. Faisons donc connaissance avec ce pays. Voici une carte de la Méditerranée. Dans la partie orientale, on repère l'île de Chypre. Elle est près des côtes turques, syriennes, libanaises, israéliennes, à peu près dans un rayon de 300 km. L'île fait 9250 km², mais elle est partagée en deux entités. La République de Chypre, dans la partie sud, le terme générique de Chypre désigne ce territoire, et cet État est membre de l'Union européenne depuis 2004, et puis l'autre entité dans la partie nord est la République turque de Chypre du Nord, non reconnue par la communauté internationale, à l'exception de la Turquie. Ces deux républiques ont pour capitale la même ville, Nicosie, et la ville est divisée par un mur. À ces deux entités, séparées par une zone tampon sous contrôle des Nations Unies, s'ajoutent deux bases militaires sous souveraineté britannique. Alors ce contexte très particulier est bien sûr issu d'une histoire complexe. Du fait de sa position géographique, Chypre a été en contact avec les civilisations et empires présents dans le bassin méditerranéen, notamment la civilisation de la Crète minoenne, celle de la Grèce antique, les empires perses, les empires romains, byzantins, et en particulier la population de l'île est donc hellénisée à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Autre étape historique importante, à partir de 1571, l'île passe sous la domination ottomane qui dure 3 siècles et conduit à l'installation d'une communauté d'origine turque. En 1878, les Ottomans sont remplacés par les Britanniques qui font de Chypre une position stratégique pour contrôler la route des Indes alors qu'ils viennent d'ouvrir le canal de Suez. Dès 1931, la colonisation britannique est contestée par la population chypriote grecque orthodoxe qui demande l'énosis, c'est-à-dire l'union avec la Grèce. En 1960, la République de Chypre est proclamée après qu'un accord ait été trouvé avec les Britanniques, et l'archevêque Makarios est élu président de ce nouvel État. La Grèce, la Turquie, le Royaume-Uni deviennent puissances garantes de l'indépendance de l'île et Londres garde le contrôle de 2 bases militaires. Alors on voit sur la carte la répartition des communautés chypriotes à l'époque. 82% des habitants sont des Grecs, 18% des Turcs. Mais les tensions entre les deux communautés perdurent et en 1964, l'ONU établit sur l'île une force chargée du maintien de la paix à Chypre. En juillet 1974, le président chypriote est renversé par un coup d'État fomenté par le régime nationaliste des colonels au pouvoir à Athènes, favorable à l'énosis. Et en réponse à cela, 5 jours après, l'armée turque débarque dans la partie nord de Chypre et occupe 36% du territoire de l'île. Voilà donc l'origine de la partition de cette île. Donc on assiste à partir de ce moment-là à d'importants mouvements de population. Les Chypriotes grecs quittent le nord de l'île occupée par les Turcs, tandis que les Chypriotes turcs accomplissent le trajet inverse. Une zone tampon sous contrôle des Nations Unies est établie afin d'éviter la reprise des hostilités, et en 1983, la partie nord de l'île proclame unilatéralement la République turque de Chypre du Nord. Au début des années 2000, alors que la République de Chypre poursuit le chemin pour l'adhésion à l'Union européenne, l'ONU tente de résoudre les tensions. On propose un plan pour un État fédéral bicommunautaire, ce qui veut dire 2 entités dotées chacune d'un territoire, la partie turque devant céder des portions à la partie grecque pour permettre à la plupart des Chypriotes grecs déplacés de retrouver leur propriété. Et l'armée turque doit quitter l'île. La période semble propice pour l'apaisement de la situation. Les autorités chypriotes turques ouvrent en 2003 une série de points de passage sur la zone tampon, appelée aussi la ligne verte, ce qui permet une forme de mobilité aux Chypriotes du Nord, qui peuvent ainsi accéder à l'emploi et aux services de santé du Sud. En avril 2004, le plan Annan de l'ONU est soumis au référendum dans les 2 parties de l'île, mais il se solde par un échec, car les Chypriotes turcs se prononcent pour le oui à 65%, mais les Chypriotes grecs votent non à 75%. Sans doute que la mémoire de l'occupation et des expropriations est encore trop forte, et les Chypriotes du Sud refusent
de financer le développement de la partie turque, moins riche économiquement. En 2004, le PIB de la partie grecque était de 18 000 € par tête, contre 8 000 pour les habitants de la partie turque. Et en mai 2004, soit moins d'un mois après le référendum, Chypre entre dans l'Union européenne, puis en 2008 dans la zone euro. Alors voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'un point de vue juridique, c'est toute l'île de Chypre qui est entrée dans l'Europe communautaire. Mais dans la réalité, l'acquis communautaire ne s'applique qu'à la partie sud de l'île, c'est-à-dire 5 800 km², dans lesquels vivent 800 000 habitants, majoritairement grecs. Au nord, seule la diplomatie turque reconnaît la République turque de Chypre du Nord, soit 36% de la superficie de l'île. Et elle compte 250 000 habitants, dont la moitié sont des militaires turcs et des colons venus d'Anatolie. C'est donc la moitié d'une île toujours divisée qui assure jusqu'au 31 décembre 2012 la présidence tournante de l'Union européenne. Changeons d'échelle maintenant pour avoir une vision d'ensemble sur la Méditerranée orientale. À la fin des années 90, du gaz est découvert au large des côtes égyptiennes. Or, les États qui se trouvent à proximité n'avaient pas délimité de zone économique exclusive. Des accords bilatéraux sont alors mis en place pour délimiter les frontières maritimes. En 2003, Chypre signe un premier accord avec l'Égypte, puis un second en 2007 avec le Liban. En 2010, Chypre signe un traité bilatéral avec Israël, après que de nouveaux gisements aient été découverts au large de l'État hébreu. Notez sur la carte l'absence d'accord au large de Gaza. Et notez que la ZEE de Chypre, telle que nous la présentons, est contestée par la Turquie dans la zone que vous voyez ici. Bien, en septembre 2011, Nicosie lance des forages d'exploration dans le bloc 12 en octroyant le permis à la compagnie texane Noble Energy et à son partenaire israélien Delek. Ce bloc proche des gisements israéliens connus serait de 280 milliards de mètres cubes de gaz naturel selon certaines estimations. Alors ce sont des ressources importantes pour Chypre qui apporte son énergie à hauteur de 97%. Par ailleurs, le pays connaît une importante crise énergétique depuis juillet 2011. L'explosion accidentelle d'un stock d'armes a détruit la principale centrale thermique du pays qui assurait 53% de la capacité électrique. Alors cet accident a entraîné la chute du gouvernement, mais surtout il a apporté un coup dur à la situation économique du pays déjà fragilisée par la crise. En effet, l'économie chypriote dépend beaucoup de la finance et du tourisme, et ses banques sont exposées à la crise grecque. Le gaz en Méditerranée représente donc une opportunité à saisir pour Chypre. Alors évidemment, cela suscite le mécontentement des Turcs. Premièrement, Ankara s'oppose à ce que la partie sud de Chypre exploite les ressources en Méditerranée tant que l'île n'est pas réunifiée. Deuxièmement, elle voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Chypre et l'État hébreu. La Turquie entretient désormais des rapports tendus avec Israël, aggravés par l'épisode de la flottille pro-palestinienne dite de la paix en mai 2010. Partie de la Turquie en direction de Gaza, elle avait été arrêtée par la marine israélienne et au cours de l'attaque, 9 activistes turcs avaient été tués. Alors la réponse turque ne s'est pas fait attendre. D'abord, en septembre 2011, Ankara a signé un accord avec la RTCN qui autorise la Turquie à conduire au large de l'île des missions d'exploration, voire d'exploitation. Et puis ensuite, la Turquie a envoyé dans la zone où Chypre a entamé les forages un navire de prospection, le Piri Reis, escorté par la marine turque. Le contentieux est par ailleurs sorti de la relation bilatérale entre Chypre et la Turquie, car Ankara a menacé l'Union européenne de geler toute relation avec Bruxelles si Chypre exerçait comme prévu la présidence tournante. Alors c'est une menace à laquelle Bruxelles ne souhaite pas céder et qui aurait évidemment un impact dans le processus d'adhésion de la Turquie. D'autant plus que Ankara s'est opposé à la présence de l'Union européenne au sommet de l'OTAN à Chicago en mai dernier. Alors où en est-on maintenant ? Eh bien d'un côté, il y a des signes d'ouverture. En novembre 2011, la Turquie a accepté la demande de l'Union de cesser l'embargo sur le trafic chypriote grec en échange de liaisons aériennes avec les grandes villes européennes. Alors cette solution serait bénéfique pour le commerce chypriote grec. D'un autre côté, Chypre poursuit son rapprochement avec Israël. En février 2012, la première visite de Netanyahou à Chypre s'est soldée par un accord de défense bilatéral. L'armée israélienne est autorisée à utiliser l'espace aérien, les bases et les eaux territoriales chypriotes
pour protéger les zones de forage israéliennes en Méditerranée orientale. Et c'est peut-être là un message qui est adressé à Ankara. Le contentieux entre Chypre et la Turquie dure maintenant depuis près de 40 ans. Et cette nouvelle tension sur le gaz montre bien qu'il n'est pas prêt d'être résolu. En tout cas, tant que la Turquie ne changera pas sa position sur Chypre et y conservera des troupes, elle ne peut pas espérer entrer dans l'Union européenne. Il faut évidemment reconnaître l'ensemble des membres avant de pouvoir les rejoindre. Voilà donc le contexte assez particulier dans lequel Chypre va exercer cette présidence. L'agenda est compliqué. Il y a la crise de la zone euro qui touche Chypre également. Il y a la négociation du cadre financier de l'Union pour la période 2014-2020. Il y a la relance d'une politique maritime intégrée. Il y a avancé sur un régime européen pour le droit d'asile qui serait plus ou moins commun. Et puis bien sûr, quel rôle l'Union européenne va pouvoir tenir sur la rive sud de la Méditerranée dans le contexte post-printemps arabe. Voilà donc un agenda qui est complexe, surtout lorsqu'on n'a pas vraiment l'habitude des institutions européennes. Alors je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission gratuitement pendant 7 jours sur le site du Dessous des cartes, puis ensuite en VOD ou en DVD à la demande.